en littérature. Euh, Elle a produit plusieurs romans, des essais aussi. Puis la discussion, l'échange qu'on veut aujourd'hui porte principalement sur euh, deux essais qui ont été produits, qui sont Les filles en série et le Boys Club. Plus précisément, merci Sylvie, parce que le mien, je vais vous montrer le mien. Vous savez, j'ai des oiseaux à la maison et le mien a été, on ne le voit pas, mais en tout cas, il a été un petit peu amoché. Mes oiseaux ont trouvé très intéressant. Juste la couverture, je n'ai rien perdu du contenu. Euh, mais donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter un petit quelque chose sur votre présentation. Non, non, moi ça va. J'aurais aimé ça vous entendre, vous, sur qu'est-ce que c'est cette rencontre, qui vous êtes exactement par rapport au conseil syndical? Parfait. Bien, au fond, le réseau de la condition des femmes, c'est des femmes qui proviennent de différents milieux syndicaux, membres de la CSQ, donc de syndicats affiliés. À la CSQ, on représente plusieurs corps d'emploi qui proviennent des secteurs publics, mais vraiment de toutes les corps d'emploi dans les secteurs publics, là. Donc, il y a du personnel de soutien, il y a du personnel enseignant, autant au niveau primaire, secondaire qu'études supérieures. Puis il y a aussi petite enfance communautaire. Donc, c'est quand même assez large. Le réseau de la condition des femmes, c'est un réseau, on se rencontre 3 fois par année. On n'est que des femmes dans le réseau et l'objectif est vraiment de parler de sujets divers qui traitent de la condition des femmes, bien évidemment, qui ont des liens avec nos enjeux syndicaux, mais on sort aussi du cadre quelquefois là, des enjeux syndicaux dans le cadre du réseau. Donc, c'est bon. Excellent. C'est bon, ça me situe qui vous êtes exactement. Excellent. Ce qu'on a pensé comme activité aujourd'hui, au fond, ça va être un échange. Je vais poser des questions à Mme Delvaux qui nous répondra en retour. Et j'en ai préparé quelques-unes, mais à 15h30, je vais arrêter avec les questions que j'ai préparées et la parole sera à vous si vous avez des questions à poser. Donc, notez-les, puis il sera possible d'échanger là, par la suite. Il va y avoir si je ne me trompe pas, c'est un 30 minutes d'échange qui est prévu après mes questions. Désolée, je vais juste ouvrir mon document. Donc, on revient, je vais démarrer le tout. Vous avez écrit plusieurs livres, on l'a dit, notamment Les filles en série et le Boys Club. Il y a des participantes au réseau qui n'ont pas eu la chance de lire vos livres. Donc, j'aimerais ça vous entendre sur le titre Les filles en série. Si c'est possible de nous expliquer un petit peu plus le concept qu'il y avait en arrière du titre. Mhm. Bonjour, bonjour à toutes. Je suis contente de vous voir, même si c'est en Zoom. Là, je préfère toujours être en présentiel, mais un jour peut-être, on va finir par se retrouver dans la vraie vie. On dirait que le Boys Club m'a un peu fait exister pour un public plus large que celui qui était le mien jusqu'à ce moment-là. Mais l'essai Le Boys Club existe à cause des filles en série. Il y a vraiment un lien entre les deux livres. Bon, pour celles qui l'ont vu, il y a un bout au début du livre Le Boys Club, il y a un endroit où je compare les deux figures et où je positionne un peu ce que c'est le Boys Club par rapport aux filles en série. Mais en fait, j'ai écrit Les filles en série dans la foulée de 2012. Donc, comme je suis prof à l'université, les étudiants étaient en grève, on était dans la rue avec eux et elles, et je me suis mise à regarder faire les filles. C'est un peu, à ce moment-là, même sur toute la planète, là, il y a eu différentes remontées du mouvement féministe. On l'a vu, il y a eu le printemps arabe en même temps que le printemps érable. En Inde, il y a eu des immenses manifestations contre la violence sexuelle faite aux femmes. Enfin, il y en a vraiment eu un peu partout. Et on peut penser que c'est un peu ça. J'aime pas trop l'idée des vagues, mais on peut penser que c'est comme une 4e vague du féminisme qui commençait à ce moment-là. Et moi, bon, étant dans la rue avec mes étudiantes, je les regardais faire et puis je les ai regardées faire des manifestations, elles aussi, qui étaient d'ordre féministe. Et je me suis rendu compte que j'étais fascinée par une figure que j'ai fini par appeler
les filles en série, qui était la figure de filles toutes pareilles. Et je me souviens que ça avait commencé parce que les étudiantes ont, je ne sais pas si vous vous souviendrez, là, mais elles avaient manifesté devant le théâtre Saint-Denis. Elles s'étaient habillées en mime. Donc, elles avaient des chandails rayés, puis elles s'étaient maquillées, et elles tenaient des pancartes. Et elles s'opposaient, je pense, à un show d'humour qui était sexiste, mais qui avait pour but de ramasser des fonds pour la grève étudiante. Et donc, le fait qu'elles soient toutes habillées pareil, je me suis mise à m'intéresser à ça. Et je me suis rendu compte que j'étais fascinée, même que j'aimais beaucoup cette figure des filles en série. C'est-à-dire, quand on voit des femmes toutes pareilles, les unes ensemble, donc les unes à côté des autres ou les unes en arrière des autres. On peut penser à un défilé de mode, on peut penser aux Rockets à New York, on peut penser au Lac des Cygnes, à des ballerines, à un corps de ballet où elles sont toutes pareilles. Donc, c'est le même corps. Et là, on comprend que c'est un corps classique, là, assez mince, avec une poitrine. Bon, si sont ballerines, il n'y a pas de poitrine, mais dans bien des cas, il y a aussi une poitrine, il y a des formes. Les cheveux sont plutôt longs, plutôt blonds. Elles sont blanches. Et donc, cette figure-là s'est mise à m'intéresser. Et c'est ça, les filles en série portent là-dessus. Fait que d'une part, sur cette représentation des femmes que moi, je voyais à l'image de la Barbie. Fait que la Barbie de Malibu, là, celle qui a vraiment mis la Barbie sur la carte, donc la Barbie blonde avec les yeux bleus, avec un corps qui ne tient pas debout, là, ça n'a pas de bon sens ce corps-là, derrière la voiture décapotable. Bon, ça, c'est la Barbie la plus stéréotypée, mais elle a eu un impact énorme sur la représentation des femmes. On la retrouve chez les lapines Playboy, on la retrouve dans le cinéma porno, on la retrouve partout, en fait, maintenant, mais tellement qu'on s'en rend plus compte. Donc, moi, j'ai eu envie de mettre en lumière cette figure-là. Puis, j'ai traversé plein de représentations, comme je fais d'habitude, qu'il s'agisse de romans ou de téléséries ou de films, pour voir comment cette figure-là, elle était fondamentale dans notre société par rapport à la place qu'on accorde aux femmes et qui est une place ornementale. C'est-à-dire qu'on va représenter les femmes pour qu'elles fassent jolies. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans cette figure-là, ce n'est pas juste le standard de beauté qui était mis en scène, mais c'est le fait que ces femmes-là n'étaient pas en relation les unes avec les autres. Si on pense à des femmes qui sont en défilé de mode, elles défilent les unes devant les autres. Si on pense à un corps de ballet, elles sont les unes à côté des autres, mais elles ne se regardent pas. Donc, elles ne sont pas en alliance les unes avec les autres. Et c'est ça qui m'intéressait. Et donc, je voulais voir comment cette figure-là fonctionnait et comment les féministes, donc dans un deuxième temps, pouvaient récupérer cette figure-là et en faire une figure de révolution féministe. Donc là, je pensais, je ne sais pas si vous vous souviendrez aussi, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Les Femen, qui sont toujours actives en Europe, donc celles qui se dévêtent le haut du corps et écrivent des slogans sur leur peau, puis manifestent et elles se mettent en danger, en fait. Donc, je ne suis pas d'accord avec toute leur prise de position politique, mais le geste qu'elles posent est très intéressant. Donc, je me suis beaucoup penchée sur elles. Je me suis intéressée au Pussy Riot. Donc, ça aussi, à l'époque, bon, maintenant, elles n'existent plus, je crois, mais à l'époque, elles étaient importantes sur la scène publique. Ce sont des chanteuses russes qui s'opposaient à Poutine, mais qui étaient habillées avec des costumes de couleur un peu petite fille et un masque sur la tête. Je ne sais pas si vous vous souvenez des masques qui étaient comme tricotés, là, des balaclavas, des cagoules. Et donc, il y en a qui ont été envoyés au goulag, en fait, en Sibérie, dans des camps de travail, parce qu'ils ont été punis pour avoir, s'être opposés à la religion et à Poutine en chantant des chansons punk rock. Et donc, je m'intéressais à ces figures-là. Donc, ça, c'est un exemple, mais il y en a plein dans mon livre, à la fois des exemples de figures qui sont comme standards et qui assoient l'ornementalité des femmes, et la contre-figure qui est la figure qui est reprise, mais au fin d'un mouvement féministe, si on veut. Est-ce que ça va? Oui? OK, c'est bon. Oui, je m'excuse, le temps que je réactive mon micro. Oui, ça va, je pense que ça place bien. Puis moi, ce qui m'avait marqué beaucoup, c'est le côté ornemental, comment c'est toute l'apparence des femmes qui est importante puis qui prend énormément de place. Si on regarde juste en politique, comment on peut critiquer les femmes sur leur façon de s'habiller, leur façon de se vêtir. Puis, donc ça m'avait énormément marqué. Puis vous le faites très bien, le lien. En tout cas, je m'étendrai pas trop pour celles qui n'ont pas lu le Boys Club, mais au départ, quand vous faites la comparaison entre, je me souviens pas du nom de l'artiste là, avec Oui. ces images. Et les femmes qui sont sur des talons hauts, qui peinent à tenir debout, alors que des hommes sont
Oui, fière ben, et robuste. ouais, je peux en parler un petit peu. C'est une artiste italo-américaine qui s'appelle Vanessa Beecroft, qui est devenue extrêmement populaire. Elle a, bon, dans les dernières années, elle a travaillé avec Kanye West, elle a fait un peu ses défilés de mode. Puis bon, c'est une artiste très controversée, mais moi, je me suis intéressée à la production de son travail qui était au début de sa carrière. Puis elle a fait des performances incroyables. Ça, si vous la googlez, vous allez trouver, là, il y a des vidéos, il y a toutes sortes de choses. Elle faisait poser des femmes qui étaient payées. Hein, c'est des étudiantes en art ou des mannequins professionnels. Elle les faisait poser nues parfois, ou sinon comme en sous-vêtements, des fois avec un bas, enfin une culotte. Mais dans tous les cas, ce qu'elle portait était de designer de mode, donc c'était d'une grande valeur commerciale, si on veut, et sur des talons ultra hauts. Et elle les installe. Donc, il y a toujours un renvoi à Botticelli, par exemple, à des grands tableaux, à des grandes œuvres, la Pietà, peu importe. Donc, elle joue avec des références comme ça artistiques et elle faisait poser ces femmes-là pendant des heures. Puis elle prenait des photos. Donc, ça se passait devant le public, dans une galerie d'art ou dans un musée ou peu importe. Et les filles avaient comme condition, si on veut, les règles qu'elles devaient suivre, c'était ne pas parler, ne pas bouger, ne pas rentrer en contact avec aucun membre du public, ni par le regard, ni par la voix, ni rien. Donc, au fond, c'était soyez des statues, mais évidemment, si on vous fait poser pendant 2, 3, 4 heures sur des talons aiguilles qui sont hauts comme ça, à un moment donné, on s'effondre. Et elle documentait ça. Fait que les photos sont esthétiquement hallucinantes, là, de beauté. Les filles sont toutes pareilles, ou plus ou moins. Donc, par exemple, elles vont être toutes rousses pour renvoyer à Élisabeth d'Angleterre, mais des couleurs de roux différentes, la peau très maquillée. Bon, elles étaient assez maltraitées dans les fêtes, là, ces filles-là. Et on les voit qui tombent. En parallèle avec cette série de photos puis de performances avec des femmes, elle a fait 2 ou 3 performances avec des hommes. Et les hommes, c'était des membres du corps qu'on appelle Navy SEALs, donc des membres de la marine américaine, mais des militaires de haut niveau. C'est parmi les plus sophistiqués, ceux qui vont subir les plus graves dangers par rapport à l'armée américaine. Et elle les faisait poser dans leurs uniformes. Et là, elle les mettait tout en rang, comme un peloton quasiment, et ils posaient comme ça, sans bouger, pendant des heures. Mais eux, ils ne tombaient pas, évidemment. Ils n'étaient pas sur des talons hauts, puis ils ne tombaient pas. Et cette opposition-là des deux figures, pour moi, elle est comme, c'est ça le résumé des filles en série puis du Boys Club. C'est exactement ça. C'est comment les filles sont ornementales, mais comme des fleurs, elles vont finir par faner, puis comment les hommes sont uniformisés, mais au nom du pouvoir. Et donc, ce pouvoir-là, dans ce cas-là, c'est la nation américaine, c'est l'armée. Puis ils sont comme des arbres ou une forêt. Tu sais, Oui. je veux dire, sont forts, ils sont là, ils demeurent à travers les saisons, à travers les époques. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, ben, ça amène très bien vers la deuxième question sur le Boys Club. Au fond, en quelle forme vous pensez qu'ils prennent aujourd'hui? Parce qu'on sait que les barrières d'accès, techniquement, on va vraiment le mettre, ce mot-là est important, sont levées dans la société. Les femmes peuvent accéder à presque toutes les sphères là, légalement au niveau de la société, mais quelle forme ces boys clubs-là peuvent prendre encore aujourd'hui dans la société actuelle avec ces barrières-là qui sont levées pour les femmes? Oui, c'est que les barrières sont levées, comme vous dites, légalement. Mais ça n'a pas percolé culturellement nécessairement et ça n'a pas percolé dans tous les milieux. Il y a encore, malheureusement, je pense, cette espèce de lecture néolibérale de la vie, là, des rôles des gens, où on va dire « Vas-y, ma grande, tu es capable, si tu veux vraiment le faire, fais-le ». Mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Les systèmes sont puissants et les organisations sont puissantes et ont toutes sortes de moyens d'expulser les femmes. Donc, légalement, on dit qu'il y a des plafonds de verre, mais bon, légalement, on a accès, mais dans les faits, on n'a pas accès. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est que le Boys Club, si les filles en série sont, par exemple, sur les publicités, hein, on conduit sur les autoroutes, puis on va même en voir sur les placards, surtout aux États-Unis, sur des affiches, tout ça. Le Boys Club, lui, il est comme caché. Mais il est caché parce qu'il est tellement partout. Et c'est ça qui m'intéressait. Il est tellement visible qu'on ne le voit pas, en fait. Et j'ai écrit le Boys Club, le livre, pour essayer
de diagnostiquer cette affaire-là. C'est quoi ce Boys Club-là? C'est sûr que si on pense à l'armée, comme dans l'œuvre de Vanessa Beecroft, c'est comme évident. Hein? On sait que l'armée, c'est un Boys Club, c'est le Boys Club par excellence. On peut dire que les hommes religieux aussi, c'est un Boys Club par excellence. Donc, c'est des sphères qui sont ce qu'on appelle l'hypostase du Boys Club. C'est comme son expression la plus parfaite parce que c'est des organisations qui excluent les femmes d'emblée. Bon, après, il y a des femmes qui rentrent dans l'armée, mais on sait quel prix elles payent aussi. Hein? Elles sont victimes de violences sexuelles. C'est vraiment pas du tout facile pour elles de prendre une place dans l'armée, donc ça ne va pas de soi. Dans le milieu religieux, il n'y en a pas de femmes, elles sont religieuses, mais elles n'auront pas accès à la prêtrise, bon, etc. Donc, ces Boys Club-là ne m'ont pas intéressé plus qu'il faut parce qu'ils sont comme évidents. Mais tout le reste n'est pas si évident. Si on pense, mettons, au deuxième niveau, on pourrait penser aux pompiers, aux policiers. Là aussi, c'est plutôt évident parce qu'ils sont uniformisés. Mais en même temps, les femmes ont le droit d'y avoir accès. Il y en a qui en font partie, mais elles vont aussi en arracher. Ça ne sera pas facile pour elles de prendre leur place dans ces milieux-là. Le milieu de la construction, c'est un autre milieu, évidemment, où on sait qu'il y a plein de gestes qui sont faits même de la part de comités gouvernementaux pour faciliter l'accès des femmes aux chantiers de construction, ou même d'être dans des positions de pouvoir, si on veut, sur un chantier de construction, puis d'être respecté par les gars qui font la construction. Donc, il n'y a rien de facile là-dedans. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que la courroie de transmission, mettons, le lien qu'on peut faire, c'est entre le chantier de construction puis l'architecture. Là, tout d'un coup, l'architecture, personne n'y pense. Parce qu'au fond, on ne pense pas aux architectes. Et pourtant, ils sont extrêmement importants. Donc, tous les endroits où on est dans notre vie ont été dessinés par des architectes. L'architecture, c'est un boys club. C'est incontestable. Donc, bien sûr, il y a des femmes architectes. Bien sûr, il y a même des femmes qui sont des star-architectes, donc des stars de l'architecture. Il y en a eu une, en tout cas, qui est décédée maintenant, qui est morte il n'y a pas très longtemps. Mais de manière générale, ça reste une chasse gardée masculine et une chasse gardée blanche. Donc, c'est des hommes blancs qui sont vraiment au centre de cette pratique qu'est l'architecture. Donc, ce n'est pas pour rien aussi qu'il y a un lien entre les architectes, évidemment, et les chantiers de construction. Donc, on est dans deux sphères qui sont masculines, mais à ça, il faut aussi ajouter les banques, parce qu'il faut de l'argent pour faire du building. Il n'y a pas de building sans cash, là. Ça va ensemble. Les banques sont aussi une chasse gardée masculine, et qui est en lien avec les banques? Le gouvernement, qui lui aussi est une chasse gardée masculine. Malgré tout ce qu'ils veulent bien dire. Hein? Je suis désolée, là, mais Legault, puis Trudeau, puis bon, tout ça, ils veulent bien essayer la parité, mais très rapidement, les femmes débarquent. Hein? Étonnamment, Fitzgibbon est encore là, mais il y a des femmes qui sont parties très rapidement du cabinet. Donc, il y a une manière aussi de faire semblant d'avoir la parité ou d'avoir une parité de surface, de vitrine, alors qu'on sait très bien que pour les femmes, c'est extrêmement difficile de rester dans le milieu politique. Donc ça, c'est comme des exemples non seulement de boys clubs qui sont plus ou moins visibles, mais qui sont liés les uns aux autres. Hein? Et là, ce qui m'intéresse aussi, c'est, moi, mon point de départ, c'était de penser d'où vient l'expression boys club. Ça vient des clubs privés anglais. Donc, j'allais creuser, c'était quoi ces clubs privés-là? Bon, ils étaient fréquentés par des hommes blancs et évidemment, des hommes très riches à la fin du 19e siècle en Angleterre qui prenaient les clubs privés et en faisaient une deuxième maison. Donc, dans la maison familiale, la femme dominait, si on veut. Bon, dominer est un grand mot, là. Elle était à la tête du foyer, si on veut, de ce côté-là. Et comme ça ne plaisait pas trop aux hommes, puis qu'en parallèle, les suffragettes commencent à avancer, elles commencent à faire du bruit pour avoir le droit de vote des femmes, ils vont créer les clubs privés. Mais on n'a pas idée, là. Il y en avait là, des tonnes, il y en avait comme 200, il y avait des files d'attente, des années et des années d'attente pour faire partie de ces clubs privés. Et les gars se tiennent là. Ils se tiennent là entre eux. Ils mangent là, ils dorment là. Il y a souvent des tableaux de femmes autour. Il y a peut-être une tenancière même du bar, mais il n'y a pas de femmes qui sont permises d'accès. J'ai travaillé récemment sur la France. Bien, à Paris, il y en a encore beaucoup des clubs privés. Et qui fréquente ces clubs privés en ce moment? Ben, les politiciens les plus élevés, les hauts cadres, les PDG, les banquiers, les journalistes les plus importants. Et là, tout ce monde-là se fréquente, brasse des affaires. Et ce qui est ulcérant, c'est qu'au fond, ils sont en train de mener le monde sur une espèce de voie de garage de la démocratie. Fait qu'au fond, il y a comme on fait l'impasse sur l'Assemblée nationale ou la Chambre des communes ou le Salon bleu, et on va
gérer le monde, gérer le pays ou l'endroit où on est par cette voie de garage qui est le club privé. Donc, ça part de là, au fond, cette affaire de Boys Club. Puis après, le club privé, ben, il se décline dans le sauna après la partie de golf. Hein? De quoi ils parlent, les gars, entre eux, quand ils sont dans le sauna après la partie de golf? Ben, ils brassent aussi des affaires, puis ils gardent aussi entre eux certaine forme de pouvoir. Ce qui m'intéressait aussi, si je reviens à l'idée des filles en série, tout en ligne, une à côté des autres ou devant les autres, les gars sont en rond. Ils vont être en rond, puis ils vont se regarder, puis ils vont s'échanger des choses. C'est une relation, un boys club. Tandis que les filles en série sont juste là pour être regardées. Tandis que les gars sont ensemble pour s'échanger des affaires. Donc, ils vont s'échanger des projets de loi comme ils vont s'échanger le corps d'une femme dans l'image du viol collectif. Donc, ça, c'est comme la version la plus cruelle que j'ai trouvée. Du Boys Club, c'est toutes ces représentations dans les médias, dans les publicités, dans les films, dans les téléséries, mais aussi dans la vraie vie. Évidemment, malheureusement, cette figure du Boys Club qui est le viol collectif. Ce qu'en France, on appelle le viol en réunion, ce qui me paraît juste la formulation est comme incroyable par rapport au Boys Club. C'est un viol en réunion. Donc, ils sont ensemble et au centre de leur relation, il y a cette femme qui prenne contre son gré. Donc, le Boys Club, pour moi, il est à la fois très évident, puis à la fois, il fonctionne comme une sorte de sous-marin. C'est comme s'il était en dessous de la société, puis il se promène comme une raie. Hein? Il est comme sous, puis il frôle le sable, puis il nous contrôle, mais on le voit pas. Je trouve ça super intéressant. Je vais rebondir sur ce que vous amenez. C'est pas dans mes questions, mais j'ai pas pu faire autrement quand vous parliez, tu sais, Boys Club, puis de faire la distinction entre la sphère publique et la sphère privée. La sphère publique était la sphère qui appartenait aux hommes. Et là, les emplois que vous avez nommés faisaient partie de la sphère publique à ce moment-là. Les femmes étaient vraiment dans la sphère privée, donc tout ce qui était à la maison. Et quand les femmes ont pris la place sur le marché du travail, elles n'ont pas pris une place dans cette sphère-là publique, si on peut dire. Elles ont transposé la sphère privée, puis elles l'ont amenée dans cette sphère-là publique. Elles ont pris des emplois qui étaient typiquement aux femmes typiquement féminin. Ouais. Exactement. Et on le voit encore, la ségrégation professionnelle est encore là aujourd'hui. Puis je trouve que c'est une belle image. En tout cas, nous, on est dans les services publics, on est beaucoup dans les emplois du care. Puis je trouve que c'est un... En tout cas, ça m'a frappée. Oui, tout à fait. C'est comme s'il y avait un croisement. C'est-à-dire que les femmes vont... Enfin, je ne sais pas si c'est elles qui transportent le privé dans le public ou c'est qu'on les relègue au privé dans l'espace public. Hein. On n'arrête pas de nous coller sur le dos les mêmes choses. Et eux, dans leur création des clubs privés avec toutes les formes que ça prend, ils ont pris le privé puis ils l'ont mis dans le public. Et on fait la même chose au fond. Ils sont allés recréer un privé, mais dans un espace public. C'est ça qui est intéressant, c'est comment ça s'est contaminé, puis chacun pour certaines pour continuer à être dominées au fond, puis d'autres pour continuer à en tirer profit. C'est ça, on continue à... Mais tu sais, on parle de parité de surface ou de vitrine en politique. Vous parliez quelque part dans le livre que la société entière va embarquer souvent dans un discours quand vous parliez là, des 5 garçons noirs à New York qui avaient été accusés. Là, je ne veux pas aller trop loin parce que les gens n'ont peut-être pas lu, mais ce que vous disiez, c'est qu'au fond, la société allait embarquer là-dedans parce que c'était un petit peu la voie facile de garder le même discours. Puis moi, je le vois comme un genre d'aveuglement collectif, puis j'ai compris beaucoup ça m'a ramené à cette discrimination-là systémique, ce racisme-là systémique, qu'on applique sans même le voir. Et je me demande même si même les hommes qui font partie de ce Boys Club-là, quand on parle de Legault puis comment ils traitent ces ministres féminines et masculines, moi, j'en viens même à me dire que ces Boys Club-là ne se rendent même pas compte de ces rapports-là de pouvoir qui se jouent à l'intérieur même de leur organisation. Et c'est là où de parler de Boys Club prend vraiment toute son importance, de ramener cet élément-là. Je trouve que ça prend vraiment toute son importance pour reprendre conscience, justement, des rapports de pouvoir qui sont présents. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça le plus grand effort. Quand Legault refuse de reconnaître la notion de racisme systémique,
bon, qu'ils la reconnaissent ou qu'ils ne la reconnaissent pas, au final, qu'est-ce que ça change? Ça existe. Mais c'est la même chose pour le sexisme systémique. Donc, si moi, je m'intéresse à la figure des filles en série ou au Boys Club, c'est ma manière de dire, vous voyez, le sexisme, il est systémique. Il est intégré dans nos structures. Notre société fonctionne avec ce sexisme-là. C'est un biais qui n'est pas juste un biais personnel. On a tous des biais qui sont liés à ces systématismes-là, si on veut. Mais c'est comme un biais qui était intégré socialement. Donc, comment faire pour le reconnaître et donc comment faire pour changer les choses? C'est extrêmement difficile. Et c'est sûr que la demande qui est faite à ceux qui font partie de ces boys clubs, parce que tous les hommes n'en font pas partie, bien évidemment. Si je pense à des boys clubs très, très, très puissants, c'est une poignée d'individus qui ont accès à ces boys clubs-là. Il faut vraiment être très haut placé, très riche, venir de milieux particuliers, avoir une éducation d'un tel type pour faire partie de ces boys clubs-là. Donc, la majorité des hommes, peu importe la couleur de leur peau, ne font pas partie des boys clubs. Mais ils ont reproduit toutes sortes de petits boys clubs par ailleurs, par exemple. Les chums de gars à taverne, ou enfin pas à taverne, mais au bar, ou les publicitaires ensemble. Il y a plein de moyens où ça se réorganise, cette affaire-là. Je dis c'est tentaculaire, parce que c'est comme le virus, en fait. C'est un virus qui circule, puis il fabrique des petits boys clubs qui se font, puis de cette façon-là, peu importe le niveau social des gars en question, ils reproduisent quand même à petite échelle ce mécanisme-là, et donc exclut celles qui ne sont pas comme eux. Donc, que ce soit des femmes, que ce soit des personnes trans, que ce soit des personnes noires, peu importe. Mais ça fonctionne comme un mécanisme d'expulsion au profit de l'entre-soi. Donc, on reste entre nous. Et c'est ça qui est mortifère, c'est ça qui tue le social, et ça empêche le politique. Mais évidemment, la demande qui est faite, c'est reconnaissez-le, voyez-le, mais on peut le voir, mais accepter de le voir et de reconnaître qu'on l'a vu, c'est déjà céder une partie du privilège. Et ça, c'est extrêmement difficile. Exactement. Accepter qu'on a un problème, c'est déjà être un pas dans la solution. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je vais y aller avec la troisième question que j'avais préparée dans votre livre. Puis là, je vais vous citer, vous comparer le Boys Club à un immeuble dans une ville qu'on investit collectivement à tout instant, mais distraitement, c'est-à-dire en oubliant où on se trouve, en ne se rendant pas tout à fait compte du lieu où l'on met les pieds. On l'a un peu abordé, là, mais ça m'a interpellé beaucoup, cette phrase-là. Puis je comprends à elle que, bon, malgré la mixité des lieux ou du groupe, le concept de Boys Club va demeurer, mais qu'on perd de vue qu'il s'agit d'un Boys Club. Donc, c'est pas mal ce qu'on disait. Puis là, je le ramènerais peut-être un peu plus près de nous. Au niveau des syndicats, on est des milieux mixtes. Nous, dans notre syndicat, on est qui participent 55 de femmes alors qu'on en représente 75. Donc, c'est vraiment difficile. On a mis des mesures en place pour soutenir la participation des femmes, mais il y a quand même des freins à cette participation-là. Les syndicats, à la base, bon, c'est des institutions qui ont été faites par des hommes pour des hommes. C'est de la politique, on se le cachera pas. Et je me demande si... malgré le fait qu'on n'ait plus l'impression de voir ou de considérer le monde syndical, puis je parle pour notre centrale à nous, avec la place des femmes, de plus trop le considérer comme étant un boys club, parce qu'il y a quand même des mesures mises en place pour nous permettre de nous impliquer. Si ce n'est pas justement ces tentacules-là un petit peu qui viennent faire en sorte que c'est difficile d'avoir une implication des femmes dans le milieu syndical. Puis, tu sais, j'aimerais ça aussi vous entendre sur quels sont peut-être, selon vous, les rapports de pouvoir qui peuvent être en jeu dans ce qu'on vit, là, au fond, dans le monde syndical, qui n'est pas loin de la politique. Oui. Il y a beaucoup de choses, puis je pense que là-dessus, enfin, c'est vous que je voudrais entendre, là, parce que moi, j'ai l'expérience de mon syndicat à moi comme prof, puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts chez nous, parce qu'on a eu, dans les dernières années, on a eu une présidente qui, pour elle, c'était hyper important d'aller chercher des femmes. Mais ce sont des milieux qui, comme la politique, ne sont pas faits pour les femmes. Mais ils ne sont pas faits pour les femmes dans la mesure où... Puis j'ai l'impression qu'à chaque fois, il faut faire tout le trajet, là, tout l'argumentaire, mais bon, les femmes encore aujourd'hui, heureusement et malheureusement, les deux en même temps, vont être en charge des soins, donc pas juste professionnellement, mais dans leur vie privée. Bon, c'est encore le cas. On ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on y tient, hein, mais c'est comme ça. Ça marche encore comme ça.
Puis, entre vous et moi, ce n'est pas un défaut que de vouloir s'occuper des autres. Bon, moi, je pense que ça, ce n'est pas un défaut. Il faut arrêter de penser qu'on est mal foutu parce que nous, on accepte de s'occuper des autres. Je pense que l'amour, c'est toujours une qualité qui est quand même mieux que tout le reste. Ça fait que, bon, on va quand même se péter les bretelles d'être capable de s'occuper des autres. Moi, je trouve que ça, c'est une grande qualité. Mais ceci dit, comme c'est le cas, ces lieux-là sont comme faits pour des gars qui ont une femme à la maison qui s'occupe de tout. C'est fait de même. C'est comme ça dans les syndicats, dans les universités, c'est comme ça dans les assemblées départementales des universités encore, dans les laboratoires, et donc à l'Assemblée nationale. C'est toujours comme ça. C'est comme s'il fallait, de manière large, il faudrait être capable de revoir juste les horaires de rencontre de ces gens-là. Dans quelle mesure on peut avoir de l'avance pour prévoir les réunions. Juste ça. Ne pas mettre de réunion au moment où les femmes vont aller chercher leurs enfants à la garderie. Avoir de la souplesse. Quand il y a un enfant qui tombe malade, il faut pouvoir s'ajuster. Donc, il faut pouvoir déplacer les réunions. Peut-être que là, Zoom va sauver la vie de bien du monde, parce que là, tout d'un coup, Zoom nous montre qu'il y a possibilité de concilier famille et travail d'une manière qu'on n'avait même pas anticipée. Je veux dire, on n'avait même pas imaginé que le monde pouvait s'organiser comme ça. Moi, je pense qu'il y a quand même un avantage à ce qu'on traverse là, malgré tous les désavantages dont les femmes font les frais en ce moment. Peut-être qu'en bout de ligne, ça aura quand même permis une plus grande souplesse par rapport à l'organisation du travail. Mais il y a comme 1000 affaires à prendre en considération pour qu'un milieu soit véritablement ouvert aux femmes qui sont mères ou ne le sont pas d'ailleurs, hein, mais ont des vies privées, ont des vies personnelles, s'occupent de leurs parents, de leurs amis, peu importe de qui elles s'occupent, mais qui ait cette ouverture-là. Après, tabarouette, il faudrait que les gars apprennent à se taire. Ça, c'est comme un truc, comment on fait pour leur apprendre à se taire? Ils prennent toute la place. Ils l'apprennent tout le temps. Ils ne peuvent pas s'empêcher de l'apprendre. Fait que c'est pas compliqué, c'est même dans tous les milieux. Je veux dire, qu'on soit devant des profs d'université ou devant des médecins ou devant des gars de construction, ils parlent. Fait qu'ils prennent le crachoir, ils prennent toute la place, ils nous empêchent de parler et nous, on arrive vulnérables, déjà en perte de confiance parce que nous, on ne nous a pas élevés à prendre la parole. Nous, on ne nous a pas sans arrêt donné la parole depuis la plus petite enfance. Donc, on arrive déjà un peu désarmés et en plus, ils nous enterrent. Fait on est comme doublement désarmés. Et ça se passe dans toutes les sphères. Là, je travaillais sur les journalistes sportives en France. Mais je veux dire, c'est terrible. Elles sont traitées comme si elles étaient des plantes vertes sur les plateaux de télé. Donc, ils font tout, les gars, pour qu'elles ne parlent pas. Et je pense que c'est la même chose dans les milieux syndicaux. Parce que c'est des milieux de gros bras, figurativement parlant, là. Hein? Ça déplace de l'air, puis bon, puis on comprend, puis c'est important. Moi, j'adore le milieu syndical, mais il faut qu'ils apprennent à céder un petit peu de place. C'est pas compliqué. Puis ça, je sais pas comment on va faire. Je sais pas comment on va faire. Ça, c'est un exemple, mais il y en aurait plein. Là. Mais je trouve ça super intéressant parce que vous auriez voulu m'entendre là-dessus, mais je vous aurais probablement répondu sensiblement la même chose dans d'autres mots. Où oui, la prise de parole, je pense, c'est un élément là, où on remarque que les femmes vont intervenir moins, puis il y a aussi des sujets sur lesquels les femmes se sentent moins à l'aise que les hommes d'intervenir. On dirait que les hommes, peu importe le sujet, ça... ils sont toujours à l'aise. Non, mais de toute façon, ils sont toujours experts. Ça, c'est l'autre affaire. Ça, c'est comme quand il y a une offre d'emploi qui apparaît, eux, ils vont postuler. Nous, on est là, puis on commence, puis on dit « j'ai pas ça, mais non, je peux pas postuler, vraiment, je suis pas compétente. » Bien, ils sont pas compétents, là. Mais ils vont y aller pareil. Ça, c'est comme les politiciens. Ils ne sont pas compétents. Ils sont quand même là. Donc, il faut, à un moment donné, il faut que nous, on travaille sur nous, mais j'aime pas que les femmes aient à porter le poids sur leurs épaules de changer leur personnalité et leur éducation qui est vieille de 1000 ans, hein, parce que ce n'est pas juste notre éducation à nous, c'est celle de nos mères, puis de nos grands-mères, puis de génération en génération de femmes. Mais on peut avoir des stratégies. Tu sais, moi, je pense à... J'ai des collègues dans certains départements qui, quand il y a des assemblées départementales, elles vont écrire littéralement le nombre de minutes parlées par qui. Donc, elles vont en bout de ligne, à la fin de l'assemblée qui dure, mettons, 3 heures, elles vont voir que les gars ont parlé tant de minutes par opposition aux femmes. Et donc, juste de faire ça, à un moment donné, quand on leur dit « vous parlez tout le temps, vous prenez toute la place hey, », « voyons donc, non, c'est pas vrai », bien, on a la preuve. C'est des choses comme ça qu'on peut faire pour même juste quantifier donner une réalité matérielle à quelque chose qu'on sait très bien.
on le croit, on sait qu'on a raison, mais si on nous confronte là-dessus, vite, on est comme est-ce que j'ai vraiment raison? Est-ce que c'est pas moi? C'est moi le problème. C'est moi qui n'ai pas été apte de prendre la parole. Donc, on peut développer des stratégies comme ça collectivement pour asseoir des convictions qu'on a, puis pouvoir leur dire non, on a raison. C'est comme quand on se met à compter combien de femmes dans tel endroit, combien de disques de femmes ont été couverts dans le journal, combien de romans de femmes ont été critiqués, des choses comme ça. Mais on le fait sans l'annoncer, mais c'est un exercice qu'on a commencé à faire de prendre les temps de parole. Et, oui. Effectivement, c'est flagrant. Puis même, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est pas que les hommes qu'il faut convaincre, il y a aussi certaines femmes qui demeurent convaincues que c'est sûr. C'est vraiment individuel qu'on a à faire le travail. Puis, tu sais, de se dire, il faut que je travaille sur moi, je pense qu'il faut aussi se dire en tant que femme qu'on a été socialisée comme ça. Donc, oui. C'est tout à fait naturel de ne pas être capable de prendre la parole, oui. Que ce n'est pas des habiletés qu'on n'a pas, mais c'est des habiletés qu'on ne nous a pas, on n'a pas développé. Exactement. Exact. Ouais. Donc, pour justement se redonner ces capacités-là d'agir et en tout cas, de développer des nouvelles habiletés. Là. Oui, mais ça, c'est aussi des choses qui s'organisent. Je ne sais pas dans votre milieu ou dans vos milieux comment ça se fait, mais je sais que dans le milieu universitaire, on a commencé à le faire. Il y a des comités, par exemple, qui vont être créés pour faire des formations, des mini-formations, là, même des rencontres d'un midi, ou pour essayer de parler de cette manière, comment on fait pour prendre la parole. Il y a des stratégies qui peuvent nous aider. Il y a ça, puis je pense qu'il faut comme apprendre, puis peut-être que c'est mieux dans vos milieux que dans le mien, mais il faut apprendre à faire confiance aux autres femmes. Parce que ce n'est pas juste qu'on ne nous a pas appris à prendre notre place, c'est qu'on nous a appris à nous méfier des autres femmes. Fait qu'on se retrouve toutes seules. C'est pour ça que la figure des filles en série, elle est parlante. On n'a pas d'amis. En fait, ils ne veulent pas qu'on ait d'amis, parce que ça, c'est comme... Ça serait vraiment la révolution. Mais c'est la révolution. Donc, il faut apprendre à faire confiance aux autres femmes. Il faut aller rentrer dans un comité, puis est où l'autre femme avec qui je peux être alliée? Pas accepter le discours qui dit qu'on est des ennemis naturels. Ce n'est pas vrai qu'on est des ennemis naturels, on est des ennemis culturels. Ils nous ont organisés pour qu'on soit des ennemis. Donc, c'est ça aussi qu'il faut défaire. Puis, c'est pas juste, ça ne nous appartient pas à nous individuellement. Moi, je ne crois pas à ce discours-là néolibéral qui fait que chacune doit, elle, toute seule, faire le travail. Ce n'est pas vrai, ça. Mais on peut collectivement développer des stratégies pour bâtir cette alliance entre nous, puis pas accepter leur discours à eux. Super, vraiment super intéressant. Je dirais, nous, un des éléments qu'on a fait, qu'on a développé, parce qu'on en a plusieurs, la formation prise de parole, on le fait aussi avec les femmes, mais le réseau qu'on a aujourd'hui, c'est un des éléments qu'on a développé justement pour être capable d'avoir un lieu à nous. Puis vous faites référence aussi à ça, là, avoir sa chambre, sa maison dans toute cette société-là. Mais c'est un lieu qu'on remet en question aussi. Puis même entre nous, de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas permettre aussi aux hommes de participer à nos instances parce qu'on veut aussi qu'ils soient alliés à notre cause. Mais je pense qu'il y a une importance, puis je vais vous laisser l'expliquer, mais pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir ces lieux-là entre nous, entre femmes, pour et justement de les conserver entre nous et de ne pas justement perdre ce lieu privilégié qu'on peut avoir. Mais je pense pour tout ce qu'on vient de dire, puis vous le savez autant sinon mieux que moi, il faut que ces lieux de non-mixité demeurent dans la mesure où socialement on reste dominé. Je veux dire, c'est pas tant qu'il n'y a pas égalité, tant qu'il n'y a pas équité ou réelle parité, on ne peut pas éliminer les lieux de non-mixité. Les lieux de non-mixité, c'est ça qu'on appelle les safe spaces. Hein? Donc, cette expression qui a été galvaudée là, les derniers mois, j'en peux plus d'entendre ce que les gens disent de ça qui n'est pas vrai. Là. Un safe space, c'est un lieu pour des gens qui ont été en situation d'oppression ou qui sont en situation d'oppression. C'est un lieu sécuritaire pour des gens qui sont malmenés dans la société et qui le sont historiquement. Pas juste malmenés hier, mais malmenés depuis tout le temps. Donc, un espace sécuritaire, c'est un endroit où
on se retrouve pour se refaire des forces, pour développer des stratégies, pour pouvoir parler librement sans avoir peur de se faire couper la parole, justement, mais couper la parole au sens fort, là, sans se faire dire que ce qu'on dit n'est pas vrai, qu'au fond, on a mal compris, sans le gaslighting, hein, quand on veut mettre de côté l'impression, le ressenti d'une personne, puis qu'on dit au fond, t'es folle. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. L'espace sécuritaire, il nous protège de ça. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est un endroit où on refait des forces pour retourner dans la zone qu'on appelle de contact. Si je reprends les termes des personnes qui ont mis ces expressions-là en circulation, là, ça s'appelle la zone de contact. Et donc, la zone de contact, c'est le lieu où, ben, justement, il y a confrontation, il y a rencontre entre des personnes qui ne sont pas nécessairement du même côté de l'oppression. Mais tant qu'il y aura une zone de contact, il va falloir des espaces sécuritaires. Parce que c'est le seul endroit où on peut se refaire. Les espaces sécuritaires sont super importants. C'est comme les groupes de conscience des années 70 pour les féministes. C'est comme ça qu'elles ont développé une pensée sur la violence sexuelle et sur la violence conjugale. Parce que jusque-là, il n'y en avait pas vraiment en tout cas. Et c'est en allant dans ces groupes de conscience que les femmes ont pu raconter leur vie. Elles ont pu avoir un écho où la femme d'en face disait « mais moi aussi, ça m'est arrivé ». C'est pour ça aussi qu'un mouvement comme « moi aussi », ce n'est pas mineur. C'est une autre manière de faire cet espace sécuritaire qui est plus à air ouverte, donc beaucoup plus vulnérabilisant, mais ça a quand même cette fonction-là. Donc, moi, je me dis, on peut multiplier les espaces sécuritaires. Il peut y avoir un espace sécuritaire pour femmes seulement, un espace sécuritaire pour toutes celles qui se disent femmes, donc les femmes trans, les personnes non-binaires aussi pour être incluses. Il peut y avoir des espaces sécuritaires pour personnes noires. On les démultiplie. Mais au final, toutes les personnes qui ont souffert d'une certaine façon vont se retrouver ensemble dans un espace sécuritaire. Donc, il faut aussi contrer cette espèce de mouvement. Je l'ai entendu, j'ai des étudiantes de cégep, par exemple, qui faisaient des conseils de femmes, qui avaient des comités femmes, puis là, les gars disaient « non, mais c'est pas juste, c'est du sexisme inversé ». C'est pas du sexisme inversé. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de sexisme inversé. Le sexisme, c'est celui que les femmes subissent à cause de la prédominance masculine. L'inverse, c'est pas vrai. Donc, il faut défaire ça. Il faut toujours se battre contre ça, puis essayer de préserver ces lieux qui sont vraiment à nous. Excellent, merci. Merci beaucoup. J'aurais des milliers de questions. Je me retiens pour ne pas vous avez les réponses, en plus. Vous avez les réponses. Moi, je suis juste la cheerleader qui arrive. Là. Non, mais c'est super agréable de les entendre. Puis ça suscite, en tout cas, chez moi, ça suscite beaucoup de réflexions. Puis je passerai la parole, dans le fond, à ma collègue qui gère qui va gérer les tours de parole pour prendre des interventions des femmes qui sont présentes au réseau pour qu'elles puissent, elles aussi,